Assassinat de Chérubin Okende, Moïse Katumbi a échangé avec l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC pour solliciter son concours sur les enquêtes en cours. Le gouvernement de la République annonce plusieurs mesures pour faire face à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Le paiement des impôts se fera désormais en monnaie, selon le ministre des Finances. C'était lors du briefing hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement. Nouvelle mise en place au sein de la police, le ministre de l'Intérieur a exhorté les promus à être des modèles pour une police au service de la nation lors de la cérémonie de notification de ces derniers. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Les questions liées au récent assassinat de Chérubin Okende, député national et porte-parole d'Ensemble pour la République, ont dominé les échanges entre Moïse Katumbi et l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC, Jean-Marc Châtonnier, hier lundi. Moïse Katumbi a également rendu visite ce mardi matin à son conseiller spécial Salomon Kanlonda, détenu à la prison militaire de Ndolo. Il est accusé d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, ainsi qu'à l'atteinte et à la sûreté intérieure de l'État. Ce lundi, les cadres administratifs de l'école de guerre ont dit au revoir au colonel français de la Chapelle qui a travaillé à Kinshasa aux côtés d'autres officiers pour la formation. Occasion également de remercier pour leur dévouement et loyaux services d'autres enseignants évoluant à l'école de guerre, parmi lesquels Jean-Marie Kassamba. Hommes en uniforme et scientifiques se sont retrouvés, comme c'est le cas depuis quelques mois, au centre supérieur militaire qui sert de cadre d'accueil à l'école de guerre de Kinshasa. Après de loyaux services, le colonel français Éric de la Chapelle est à la fin de sa mission de chef des départements d'enseignement. Il est important de souligner les réalisations remarquables et le dévouement indéfectible dont il a fait preuve tout au long de son mandat. Le colonel Éric de la Chapelle s'est distingué par sa loyauté envers la nation congolaise au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, en particulier dans le secteur de l'enseignement militaire supérieur. Sa présence et son expertise ont grandement contribué à la montée en puissance de notre jeune école de guerre de Kinshasa. En présence de plusieurs nationalités, des grades importants de l'armée congolaise, mais aussi des enseignants comme Emin Goy et Jean-Marie Kassamba, qui il y a encore quelques mois avaient accordé son hospitalité aux apprenants de cette école à Télé 50. D'après le colonel Éric de la Chapelle, la France a vivement intérêt de voir l'Afrique se développer, en témoigne sa mission et son implication ces 3 dernières années. En signe d'affection développée pour le colonel et de reconnaissance, nombreux cadeaux symboliques lui ont été remis. Consécutivement à la surchauffe sur la situation du franc congolais au marché depuis quelques semaines, le gouvernement a annoncé ce lundi des mesures urgentes pour le retour au calme. Parmi ces dernières, la paie des impôts en franc congolais, mais également l'interdiction de paiement au guichet de la Banque centrale, sauf en cas d'extrême urgence. C'était au cours du briefing hebdomadaire animé par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et son collègue des Finances, Nicolas Kazadi. Nous, Congolais, devons davantage apprendre à faire confiance en notre monnaie. Nous devons avoir le courage d'épargner en francs congolais, d'ouvrir des comptes à terme en francs congolais, parce qu'ils sont bien rémunérés, et souvent d'ailleurs, en termes réels, la rémunération des dépôts à terme en francs congolais est supérieure à la rémunération des dépôts à terme en dollars. Mais il faut changer la mentalité, la culture par rapport à l'utilisation de notre propre monnaie. Il y a d'autres mesures plus structurelles qui vont accompagner ces mesures. Elles viendront progressivement, elles porteront sur le système de paiement d'une manière générale. C'est un système de paiement aujourd'hui qui est lourd. Il faut qu'il facilite les opérations en monnaie locale. Elles porteront également sur l'économie réelle, c'est-à-dire produire au Congo des produits congolais et les produire en francs congolais. Ça, c'est des mesures de plus long terme, mais ça fait partie du package des préoccupations. Nous sommes ce soir dans l'urgence, la stabilisation, et cela va être consolidé par des mesures plus structurelles. Voilà ce qui a été décidé ce soir. Donc, à partir de demain, les banques qui ont participé à cette réunion à travers l'ACB, les banques seront amenées à davantage jouer le jeu pour assurer plus de transparence dans les opérations qu'elles font,
et également pour assurer plus. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion ce lundi sur la sécurisation des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa, vous le savez, du 28 juillet au 6 août 2023. L'objet de cette rencontre est de faire qu'il y ait 0 incident lors de ces Jeux. Zéro incident, tel est le mot d'ordre donné par les chefs de l'État Félix Tshisekedi aux autorités nationales en matière de sécurité sur la sécurisation des 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Présidant une réunion de sécurité ce 17 juillet au Palais de la Nation, le chef de l'État a communiqué des instructions claires pour que cet événement se déroule en toute quiétude. Parmi les mesures annoncées figure la création d'une patrouille mobile mixte FARDC-PNC à déployer sur l'ensemble de la ville et de sa périphérique afin de lutter contre toute forme de criminalité. Une coordination de cette opération va être mise en place dans les heures qui viennent pour appliquer les décisions du chef de l'État. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur et le gouverneur de la ville de Kinshasa et des responsables des services de sécurité ont pris part à cette réunion. Il s'est dénoté que, à ces jours, près de 300 athlètes et 100 accompagnateurs ont déjà foulé les sols congolais en guise de participation au 9e jeu de la francophonie. Promus par le président de la République au nouveau grade et à des nouvelles fonctions, les hauts cadres de la police nationale congolaise ont été notifiés de leur nomination par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. C'était au cours d'une cérémonie solennelle qui a eu lieu ce lundi 17 juillet à Kinshasa. De manière symbolique, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité a notifié aux commissaires généraux adjoints leur nomination. Il a invité le commissariat général de la police nationale congolaise à poursuivre cette même cérémonie avec les officiers qui sont restés. Dans une brève allocution prononcée au cours de la dite cérémonie, le patron de la territoriale a adressé ses félicitations aux heureux promus. Je vais profiter de ces minutes pour d'abord féliciter tous ceux qui sont nommés, encourager ceux qui ne sont pas nommés ou qui ont provisoirement perdu leur fonction, rappeler à tout le monde que vous travaillez sous les drapeaux. En sa qualité de responsable de la sécurité dans le pays, Maître Peter Kazadi a ensuite exhorté ces derniers à être des modèles pour que la police nationale congolaise soit au service de la nation. J'aimerais également ici rappeler à l'attention de tous que nous devons maintenant essayer de changer les choses. Nous devons essayer d'être cette police au service de la nation. Pour ce qui est du nouveau commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, l'a instruit de procéder à la remise reprise avec son prédécesseur ce mardi, car, a-t-il dit, il y a l'insécurité dans le pays. Au moins 11 hommes ont été retrouvés morts dimanche dans l'est de la RDC, dans le territoire de Rutshuru, selon des sources locales qui indexent les rebelles du M23 d'auteurs de cet acte. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment que les victimes sont des jeunes hommes et attribuent ces massacres aux terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Au total, 11 jeunes civils, tous des sexes masculins, utilisés comme des porteurs par ces terroristes, ont été froidement et lâchement exécutés sur la colline Rubona, surplombant la localité des Bukombo, écrit l'armée congolaise dans un communiqué. Un énième massacre attribué au M23 qui contrôle toujours plusieurs terroristes qu'ils ont conquis par les armées il y a un an. Les plus cruels est celui des Kishiché où plus de 170 civils ont été tués et enterrés dans les fosses communes d'après l'ONU. L'armée congolaise affirme qu'il s'agit du deuxième massacre enregistré en ce mois de juillet 2023. Ce énième massacre intervient après celui des 7 femmes et des enfants du 4 au 5 juillet dernier à Bugushu, poursuit l'armée qui condamne le non-respect du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et le M23. Pour rappel, le M23, groupe rebelle d'origine rwandaise, mène une guerre depuis fin 2021 au Nord Kivu et a conquis des vastes parties des territoires poussant plus de 2 millions de personnes à fuir leur village. Aujourd'hui, la force militaire est-africaine est déployée dans les zones contrôlées par les rebelles pour superviser leur retrait et leur cantonnement. Cependant, la force peine à remplir pleinement son rôle. Et ici à Kinshasa, le site touristique de l'Ansele veut révaloriser sa zone piscicole. Samedi, son directeur général Symphorien Ntumba a procédé à la pose de la première pierre de construction de nouvelles installations au sein même du site. Les travaux du projet qui bénéficient du financement du ministère du Tourisme a comme objectif la valorisation des produits locaux contre l'importation. Ils dureront 45 jours.
Il s'agit en effet de travaux de rénovation et d'aménagement du restaurant, de la Grande Paillote et des étangs du STN. Il est aussi prévu la création d'un espace de jeu pour les enfants et l'aménagement d'une plage. L'autorité de tutelle ainsi que la direction générale du site touristique de l'Antélé veulent également développer le tourisme mémoriel en ces lieux où les maréchals Mobutu venaient étaler ses talents de pêcheurs. Ces projets séduisants bénéficient du financement du ministère du Tourisme. Didier Manzenga tient à l'instar du chef de l'État lié l'acte à la parole, a fait savoir le DG du site touristique de l'Antélé, Symphorien Toumba. À travers un autofinancement, nous sommes venus poser la première pierre de la réhabilitation de la station piscicole avec le restaurant Ngolo Yansele. Ceci, notre objectif, c'est de lutter contre l'importation des chinchards ou bien des produits surgelés et aussi pour la valorisation de nos produits locaux. C'est ainsi que nous avons comme devise la consommation locale doit être une priorité. La visite guidée du site a été initiée par le DG du STN en compagnie du bourgmestre de la commune de l'Antélé, du directeur administratif et financier du ministre du Tourisme, des cadres et agents du STN, ainsi que quelques invités qui étaient agréablement surpris par les potentiels de la zone piscicole du STN, en même de développer la pisciculture pouvant nourrir la ville de Kinshasa. Les travaux de rénovation et d'aménagement de la zone piscicole du STN, qui démarrent cette semaine, vont durer 45 jours. Ces sites a la capacité d'accueillir plus ou moins 200 personnes. Un nouveau-né dans la sphère politique congolaise, il s'agit du parti politique Debout la Patrie, cher au député national Mwanza Mississi Ngoma, qui séjourne à Goma dans la province du Nord Kivu pour la vulgarisation de la démarche que poursuit cette nouvelle formation politique. Images et commentaires. Aussitôt arrivé au Nord Kivu à Goma, l'élu du territoire de Nyiragongo, le député Mwanza Mississi Ngoma, a lancé un nouveau parti politique dénommé Debout la Patrie, un ouf des soulagements politiques pour la République démocratique du Congo, selon ce dernier. Devant une marée humaine, dès l'aéroport à la salle, le député national Mwanza Mississi Ngoma a encouragé les Congolais et surtout les Goma-Traciens à prendre bonne possession de cette nouvelle formation politique. Debout la Patrie ne vient pas redéfinir tous les enjeux. Il vient plutôt remobiliser les Congolais vers cet idéal, ce rêve qu'avait Patrice Emery Lumumba d'un Congo fort. Et maintenant, c'est à travers la mobilisation, la conscientisation et le rappel de ces enjeux-là. Ce fils du territoire de Nyiragongo a par la suite condamné la énième agression que subit son pays, la RDC, par le Rwanda. La province du Nord Kivu a beaucoup de problèmes. C'est aussi l'occasion de pouvoir observer une minute de silence. Parce que comme vous le savez, nous continuons à déplorer chaque jour des morts, des blessés par maladie, etc. Et cela à cause de la guerre que nous subissons injustement par le M23 soutenu par le Rwanda. Mais aussi, c'était important de passer le message à nos militants que dans les élections générales qui vont venir, Debout la Patrie a choisi aussi comme candidat à la présidence son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Déjà membre du regroupement politique AAP, Debout la Patrie se range derrière la bataille électorale tout en soutenant Félix Tshisekedi, président de la RDC. Malgré la promulgation de la loi sur la protection des droits des personnes vivant avec handicap par le chef de l'État il y a maintenant 3 ans, plusieurs pesanteurs s'érigent toujours en blocage au jour d'aujourd'hui, ne favorisant pas ainsi l'égalité sociale. Mais comment promouvoir les droits de cette catégorie sociale des personnes? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction avec Christian Calanchi. La République démocratique du Congo, pays à la dimension continentale et d'une superficie de 2 345 000 km², compte en son sein plus de 100 millions d'habitants, ce qui en fait le 14e pays le plus peuplé au monde. En RDC, une personne sur 10 est en situation de handicap. D'après les statistiques officielles, les personnes vivant avec handicap représentent plus ou moins 13 millions d'individus, soit environ 18% de la population du Congo-Kinshasa. Souvent livrée à elle-même, elle ne bénéficie pas assez d'une aide ou attention particulière de l'État. Beaucoup d'entre elles voient leurs droits bafoués et font l'objet d'abus et de discrimination, ce qui limite souvent leur accès à l'éducation et à l'emploi. Rien que le faible taux de participation des personnes vivant avec handicap aux institutions du pays
prouve à suffisance que beaucoup reste encore à faire dans le sens de respecter l'article 49 de la Constitution qui stipule que les personnes handicapées ont droit à des mesures spécifiques de protection. Fin de citation. En RDC, la problématique de la promotion des droits des personnes vivant avec handicap demeure au jour d'aujourd'hui une préoccupation majeure à laquelle les autorités n'ont toujours pas trouvé des réponses efficaces et efficientes, ce en dépit de la ratification en 2015 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap qui sonnait pourtant les glas de la marginalisation. La création d'un ministère chargé des personnes vivant avec handicap en 2019 par le chef de l'État Félix Tshisekedi, une première dans l'histoire de la RDC, ainsi que la promulgation en 2022 de la loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, avait suscité l'espoir. Mais malheureusement, ce texte peine toujours à être appliqué dans son esprit à cause de certaines pesanteurs. Nous avons eu beaucoup d'espoir dans dans le résultat de notre combat. C'est-à-dire on souhaitait avoir une représentation au niveau du gouvernement, institution de prise de décision dans notre pays, pour que la situation des personnes handicapées change. Mais nous sommes en train de nous rendre compte 5 ans après, et cette volonté exprimée et voulue par le chef de l'État qui nous a accordé le ministère en charge des personnes handicapées, que les choses n'ont pas bougé. Les personnes à mobilité réduite de Kinshasa sont-elles victimes de discrimination ou déconsidérées? Il y a eu beaucoup d'avancées. La première avancée a consisté en la ratification de la Convention des Nations Unies portant protection des personnes vivant avec handicap. Deuxième avancée a consisté en l'adoption et la promulgation de la loi portant droit des personnes vivant avec handicap. C'est vraiment des avancées sur le plan textuel. Maintenant, il reste un grand travail à faire. Le premier travail doit consister à ce qu'on prenne des mesures d'application devant permettre au moins la mise en œuvre de toutes les dispositions qui garantissent les droits des personnes vivant avec handicap. Les autorités du pays sont donc appelées à multiplier les efforts dans le sens de promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap pour plus d'inclusivité et d'égalité. Et cette mission du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Olualaba, il a été reçu par la gouverneure Fifi Masuka avant de procéder à l'inauguration du poste SNEL de Samukinda, dans le territoire de Muchacha, et de la sous-station tunnel de Kolwezi. Par ces ouvrages, le président de la République voudrait réduire sensiblement le phénomène délestage qui agace énormément le quotidien des Olualabé. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité est arrivé ce lundi 17 juillet 2023 au Olualaba. À l'aéroport de Kolwezi, il a été accueilli par Pichundai, ministre provincial de l'énergie. Le ministre Olivier Mwenze Mukaleng, accompagné du directeur général de la SNEL, a été ensuite conduit au gouvernorat où il a été reçu par la gouverneure de province. Nous sommes ici essentiellement accompagnés du directeur général de la SNEL ainsi que du représentant de l'entreprise MIS pour officiellement. Gouverneur Marie-Thérèse Masuka Saini a conduit son hôte sur le site du poste Samukinda, situé à 10 km de la ville de Kolwezi. Juste après l'inauguration, le ministre Olivier Mwenze a coupé le ruban symbolique avant de laisser quelques phrases dans le livre d'or. Nous sommes très heureux d'être ici pour représenter la vision du chef de l'État, le président de la République, qui veut que tous les Congolais aient accès à l'électricité. Selon le directeur général de la SNEL, ce poste est alimenté avec 100 MVA venant de la centrale hydroélectrique de Nzilo. Sur les 100 MVA, 20 serviront d'alimenter la ville de Kolwezi. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a remercié le ministre Mwenze Mukaleng et le directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde, pour cette action. Elle n'a pas caché sa joie de voir l'implication du président Tshisekedi via le gouvernement Sama Lukonde Kyenge dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique pour les entreprises minières et toute la population de sa chère province. Donc c'est une joie pour toute la province du Olualaba
la ville de Kolwezi en particulier. Nous disons merci. Merci d'abord au chef de l'État pour sa vision. Merci au ministre parce qu'il n'a pas arrêté de suivre ce dossier. La population du coin a accueilli en chantant pour Marie-Thérèse Masuka et ses hommes. En international, Israël a reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire disputé du Sahara occidental. Dans une lettre du Premier ministre israélien adressée au roi Mohamed VI, Benjamin Netanyahu informe également qu'Israël examine positivement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla. Autour du Sahara occidental, qui est une ancienne colonie espagnole, considérée comme un territoire non autonome par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif, depuis près de 50 ans, y règne un conflit qui oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario soutenu par Alger. Rabat prône un plan d'autonomie sous la souveraineté exclusive, tandis que le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU. Ce territoire est intimement lié à ses voisins, le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Pour la petite histoire, après quelques tentatives infructueuses au XVe siècle, les Espagnols en font une colonie entre 1884 et 1975. À la suite du désengagement de l'Espagne en 1975 qui a abandonné ces territoires sans procéder au référendum du peuple sahraoui pour lequel elle était mandatée par l'ONU, les territoires étaient militairement envahis et annexés par le Maroc et la Mauritanie. Le Front Polisario, un mouvement indépendantiste, entreprend une lutte armée. Son statut définitif reste un suspense depuis le cessez-le-feu de 1991. Cette décision israélienne de reconnaître la souveraineté du Maroc survient dans un climat de rivalité exaspéré entre le Maroc et l'Algérie, les deux voisins ayant rompu leurs relations diplomatiques en 2021 par l'initiative d'Alger. Le Maroc et l'Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre Israël et plusieurs pays arabes soutenu par Washington. La Russie a lancé un ultimatum aux Occidentaux avant de renouveler l'accord céréalier qui permet à l'Ukraine d'exporter des céréales via la mer Noire. Cet accord russo-ukrainien a pris fin lundi 17 juillet dernier, précédant ainsi le refus diplomatique de Moscou qui continue de demander à l'Occident d'assouplir ses sanctions liées aux restrictions des banques, des assureurs et la réticence des expéditeurs internationaux à faire des affaires avec ses exportateurs. Ce n'est pas la première fois que la Russie revient sur cet accord. L'année dernière, Moscou, s'estimant lésé par les attaques ukrainiennes et les sanctions occidentales, avait menacé de fermer le passage aux cargos ukrainiens transportant les céréales. Tout de suite, les dirigeants du monde s'étaient mobilisés, l'Afrique au premier plan, demandant à la Russie de ne pas faire peser sur le continent le risque d'une crise alimentaire. Cette nouvelle décision du Kremlin survient 2 jours après l'attaque du pont de Crimée, mais la Russie affirme qu'elle n'a aucun lien avec l'attaque attribuée à l'Ukraine. Moscou souhaite plutôt la levée des restrictions qui font que les banques, les assureurs et les expéditeurs internationaux soient réticents à faire des affaires avec ces exportateurs. Si le secrétaire général des Nations Unies a déploré que des centaines de millions de personnes seront confrontées à la faim et les consommateurs feront face à une crise mondiale du coût de la vie, le président turc, lui, reste confiant. Recep Tayyip Erdogan, qui a joué un rôle de médiateur dans ce dossier, s'est dit convaincu que son homologue russe voulait poursuivre l'accord. Ce nouveau durcissement de temps survient juste avant le sommet russo-africain de la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg. Le continent européen frappé de plein fouet par les effets de la canicule, l'envolée des températures se poursuit. Pas de repli pour le moment. Le mercure continue de grimper sur le sud du continent où le record absolu de la température pourrait être battu dans la semaine. Sous l'effet du réchauffement climatique, la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur a augmenté en France dans la partie sud-est du pays de 40 degrés où la population est sous l'influence d'une masse d'air chaude positionnée sur le bassin méditerranéen entre l'Espagne, l'Italie et le sud de la France. La Météo France a placé 23 départements en vigilance canicule et 7 d'entre eux seront placés en vigilance orange canicule pour la journée et certains départements
départements des régions seront touchés par un pic des températures comme l'indique la Météo France. Et cela a pour conséquence des températures très élevées et insupportables. Quant aux provisionnistes, ce mois de juillet 2023 s'inscrit pour le moment dans le top de mois de juillet le plus chaleureux de l'histoire jamais connu en France. En sport, sans le document, il sera difficile aux Immaculés de la capitale de compétir en international. La licence de la Confédération africaine de football a été retirée au Daring Club Motema Pembe. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association justifie cela suite à des litiges financiers dont ce dernier a accumulé à l'égard de ses anciens entraîneurs. Démarrage du championnat national saison 2023-2024 le 25 août prochain. C'est une annonce faite par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Dans un communiqué publié hier lundi, le CONOR avait dévoilé le nouveau format pour faire jouer les matchs. Ainsi, il a été décidé que les championnats se jouent désormais en phase de groupe avant de passer à l'étape des play-offs et des play-downs. Pour cette nouvelle édition, les comités de normalisation avaient dévoilé le nouveau format pour faire jouer des matchs. Ainsi, il a été décidé que le championnat se joue désormais en format de deux groupes avant de passer à l'étape des play-offs et des play-downs. Ces étapes vont définir les vainqueurs du championnat ainsi que la promotion et la relégation des équipes. Le groupe A va être constitué des équipes de la zone centre-sud, tandis que les groupes B et celui des équipes de l'Ouest et l'Est de la RDC. Les 4 meilleurs clubs classés de chaque groupe à l'issue de la phase classique en aller-retour vont jouer les playoffs 8 clubs pour définir les vainqueurs. Par ailleurs, les 3 mâles classés de chaque groupe 6 clubs joueront les playdowns pour la relégation et les maintiens. Pour rappel, cette formule a été adoptée pour éviter l'arrêt du championnat pour cause des moyens de déplacement. Ci-dessous, la composition des groupes. Groupe A, Mazembe, Lupopo, Bazano, Lubumbashi Sport, Don Bosco, Blessing, Simba, Chikunku, Sangabalende et US Panda. Groupe B, V-Club, DSMP, Renaissance, Ranger, JSK, Céleste, Manima Union, Étoile du Kivu, Dauphin Noir et Kouya. On en vient au rappel des principaux titres. Assassinat de Chérubin Okende. Moïse Katumbi a échangé avec l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC pour solliciter son concours sur les enquêtes en cours. Le gouvernement de la RDC annonce plusieurs mesures pour faire face à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Le paiement des impôts, par exemple, se fera désormais en monnaie, selon le ministre des Finances, lors du briefing hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement. Nouvelle mise en place au sein de la police. Le ministre de l'Intérieur a exhorté les promus à être des modèles pour une police au service de la nation. C'était lors de la cérémonie de notification de ces derniers. La revue de presse est dans un instant sur votre chaîne. Ne nous quittez pas. La sélection de tous les mardis est signée Héritier Ntamboa qui nous rejoint de l'autre côté. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Que nous rapportent les journaux parus ce mardi à Kinshasa? Oui, à la une des journaux parus ce mardi, c'est l'assassinat de Chérubin Okende. Actualité.cd nous rapporte que la famille Okende va en justice contre les auteurs inconnus de son assassinat. Maître Laurent Onyemba a déposé lundi une plainte au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il demande par ailleurs que les responsables de la police qui ont la mission de sécuriser la population soient suspendus pour permettre la sérénité durant l'enquête. Laurent Onyemba renchérit Radio-Okapi.net les circonstances et les responsables de cet assassinat crapuleux du député Chérubin Okende doivent être connus. Cette démarche, explique le journal Le Phare, s'inscrit dans les cadres de la recherche de la vérité au sujet des présumés auteurs de ces forfaits, de ces commanditaires ainsi que des circonstances l'ayant entouré. Pour le journal Ouragan, Amina,
après le crime, la rude bataille judiciaire. L'assassinat de l'ex-ministre des Transports est intervenu dans un contexte préélectoral très tendu. Le procès doit faire la lumière sur les circonstances entourant le crime. Des bonnes pistes conduisant à la manifestation de la vérité sont activement recherchées par la justice, mais il est clair que c'est au moment du procès que les preuves seront présentées au juge, souligne le tabloïd. Vous avez également lu le sujet sur le pacte entre l'Union européenne et la Tunisie. Exactement, puis j'en termine là-dessus. Mais est-ce que c'est un nouveau modèle face à la crise migratoire? S'interroge France 24. Alors, dimanche 16 juillet à Mina, l'Union européenne et la Tunisie ont conclu un accord pour lutter contre l'immigration clandestine vers l'Europe, en plein essor depuis le pays nord-africain, selon nos confrères. Ce mémorandum d'entente comprend une aide budgétaire directe de 150 millions d'euros en 2023 pour la Tunisie, confrontée à une crise économique sévère et dont l'endettement a atteint 80% du PIB pour une enveloppe totale qui pourrait atteindre jusqu'à 900 millions d'euros. Cet accord se base sur 5 piliers, souligne le média: la stabilité macroéconomique, le commerce et les investissements, la tension énergétique verte, le rapprochement entre le peuple et la migration et enfin la mobilité, nous renseigne le média français. Voilà qui met fin à cette revue des presses Amina Bayombo. Merci héritier. Merci à vous de l'attention soutenue. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.